Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est critique avant qu'on rachète un site internet, c'est la définition de la thèse d'investissement. On va essayer de garder ça en 45 minutes. L'enjeu, c'est que ce soit efficace, que ça prenne pas trop de temps sur votre pause déjeuner. Et vous allez le voir, de toute façon, c'est pas un atelier qui a pour but d'y passer des heures. C'est un atelier qui a pour but de vous donner des axes de questionnement extrêmement précis pour que vous puissiez travailler très spécifiquement sur la définition de votre thèse et donc la définition de votre projet. Petite partie qui va aller très vite, c'est quoi une thèse d'investissement? Déjà, une thèse d'investissement, en fait, c'est tout simplement un document qui vous aide à définir la stratégie qui va guider vos décisions d'investissement. On fait ce travail, à quoi ça sert une thèse d'investissement? La réponse très courte, ce serait à ne pas vous planter dans votre choix, mais si on élabore un petit peu ça, c'est en tout cas ça doit vous aider à maximiser vos chances de réussite en vous forçant, avant de vous lancer dans un investissement, à vous poser les bonnes questions. Il y a un enjeu à ça, c'est d'éviter le fameux effet Dunning-Kruger sur lequel je vais revenir juste après. Et c'est pour ça que la grosse partie de ce webinaire va être consacrée justement aux axes de questionnement qu'on va devoir aborder et les questions auxquelles vous allez devoir répondre avec une seule règle, c'est d'être honnête avec vous-même. L'enjeu quand on complète sa thèse d'investissement, c'est d'éviter cet effet, ce syndrome. L'autre appellation, c'est syndrome de surconfiance. Le syndrome de surconfiance, c'est quand on se dit j'ai les compétences, j'ai le temps, j'ai l'argent, je peux le faire en fait. Alors qu'en réalité, un petit peu plus tard, down the road, comme on dit en anglais, ou plus tard dans le processus d'investissement, on réalise que finalement, non, on ne pouvait pas le faire. Mais ça paraissait tellement beau ou tellement simple qu'on se laisse avoir par cet effet et on se lance dans un investissement avec des chances de réussite qui finalement sont réduites. Les trois grandes questions, et ensuite on va attaquer les questions très précises, mais les trois grands axes de questionnement, en fait, quand on se lance dans l'investissement, c'est de se poser la question de savoir si on est vraiment capable de gérer et développer le site. Et donc là, c'est tout le pan lié aux compétences, de savoir si on a vraiment le temps et l'énergie de travailler sur ce site. Là-dedans, on catégorisera ça comme un peu les questions personnelles. Et évidemment, ai-je vraiment le budget nécessaire à la croissance de ce site à ma disposition? Parce qu'il y a le budget acquisition, mais il y a aussi le budget de comment est-ce que je vais faire grossir ce site. Et donc là, on parle des moyens financiers. Je vous laisserai faire vos recherches sur l'effet de Dunning-Kruger, mais c'est notamment ce qui fait dire à un Américain sur 8 qu'il pourrait battre Serena Williams au tennis. Voilà. Pour illustrer à quel point il peut faire dire ou penser ou faire des bêtises, ce petit effet. Là, c'est la slide sur laquelle on va passer le plus de temps et c'est celle qui va nous permettre de rédiger notre thèse d'investissement. Notre thèse d'investissement, petit spoiler, elle ressemble à ça, potentiellement. Après, comment vous le présentez? On pourra en parler dans les questions-réponses, mais ça, c'est une thèse d'investissement. Chaque soulignement rouge définit un critère qui a été répondu. Et là, dans 11 lignes de texte, il y a 14 critères de thèse d'investissement qui sont définis. Donc, vous voyez que c'est beaucoup de réflexion pour au final un tout petit texte ou un tout petit tableau, mais c'est important qu'on prenne le temps de réfléchir à ces questions parce que justement, c'est ce qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on va cibler un petit peu plus tard. Je vous ai dit qu'il y avait 3 axes de questionnement. Ici, je vous les ai mis sous forme de tableau et je tiens à préciser, ce tableau, il est non exhaustif. C'est-à-dire que là, je vous ai mis ce qui, selon moi, est une liste de questions très basiques, mais hyper importantes à vous poser pour définir votre projet. Mais on va le voir, peut-être au fil du déroulé ou peut-être dans vos questions, qu'en fait, cette thèse, elle peut être enrichie de critères qui vous concernent très personnellement. D'accord? Je vous donnerai des exemples un petit peu plus tard. Mais globalement, on le divise en 3. On l'a vu, finance, cible et perso. Alors, on va commencer par les finances parce que concrètement, c'est en général ce qui guide en premier lieu. C'est-à-dire que la première question qu'on se pose, c'est quel est mon budget? D'accord? Mais on va voir ensemble que définir son budget investissement n'est pas forcément suffisant si on se pose pas d'autres questions qui doivent venir affiner ce niveau de réflexion. Si on prend la notion de finance, ce que j'ai essayé de définir, c'est qu'au lieu de partir uniquement du budget,
on va se poser des questions un petit peu plus globales. Et la première question que j'ai envie de vous amener à vous poser, c'est quelle est la rentabilité que vous attendez d'un projet ou, de manière plus générale, quel salaire ou quel revenu vous aimeriez dégager de cet investissement. Et ça, en général, c'est connecté à la dernière question de finance qui est, c'est quoi votre projet? C'est quoi votre stratégie? Est-ce que vous êtes là pour avoir un side business? C'est-à-dire, vous voulez un projet qui génère peut-être quelques centaines ou quelques milliers d'euros, mais avec très peu de temps à passer dessus? Est-ce que vous êtes là pour faire de la rénovante? C'est-à-dire, vous voulez prendre un business et vous êtes prêt à passer potentiellement beaucoup de temps dessus, mais sur une période assez courte dans l'optique de le revendre avec une plus-value? Est-ce que vous êtes là pour faire de la reprise d'entreprise? À ce moment-là, ce n'est pas le même projet, c'est peut-être votre projet de vie, c'est peut-être une reconversion, etc. Ou est-ce que vous êtes là pour faire de l'investissement patrimonial, si on peut dire, c'est-à-dire un projet qui tourne avec du rendement et un temps de gestion qui sera variable, et on verra tout à l'heure en parlant du temps de gestion. Pourquoi il faut grouper ces questions? Parce qu'en fait, en fonction de la typologie de votre projet et de combien vous souhaitez dégager de revenus ou de profits avec ce projet, ça va définir quel est votre budget total et savoir si votre budget il est en adéquation justement avec ses attentes. Et ce qui est important quand on définit son budget, c'est effectivement de ne pas considérer que 100% de son budget disponible correspond au budget d'achat. En réalité, si aujourd'hui vous avez 100 000 euros de budget, et vous ferez le calcul avec 10 000, 20 000 ou quoi que ce soit, vous devez considérer, en fonction de votre niveau d'expérience, que plus vous avez d'apprentissage et de choses à découvrir, plus vous devez garder de marge. Donc, si vous débutez totalement et que vous avez un budget à 100 000, très probablement que vous ne devriez pas dépenser plus que 50, 60, 70 000 grand maximum. D'accord? Si vous êtes déjà très rodé à l'achat de business, à ce moment-là, vous pouvez envisager de dépenser 80, 90, voire 100%, parce que vous savez que vous allez être capable de réutiliser les revenus générés par le site en question pour réinvestir. Mais là, je vais partir du principe que vous nous rejoignez et vous avez un profil, je peux me tromper, hein, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire signe, mais que vous avez un profil plutôt primo-investisseur. Et dans ce cas-là, je vais vous conseiller de minimiser, enfin de garder la plus grosse part possible en réinvestissement. Donc, vous avez 100 000 euros, vous investissez à peu près 50, 60 000 euros et ça vous donne 40 000 euros de croissance. Mais on verra que dans la croissance, ce n'est pas forcément que les dépenses à faire pour développer le site. La croissance, c'est aussi votre croissance personnelle. Si vous avez besoin de vous former, si vous avez besoin de sous-traiter, si vous avez besoin de faire appel à du coaching ou des prestataires externes pour vous faire monter en compétences. Autre élément qui est important de poser pour la rédaction d'une thèse d'investissement sur l'aspect finance, c'est comment vous allez financer le site et la croissance, ou le fonds de commerce ou la société et la croissance. Est-ce que ça va être un paiement en cash? Est-ce que vous avez prévu de faire appel à du levier bancaire? Et alors attention, dans ce cas-là, la typologie du business, on va le voir, risque d'impacter fortement votre décision. Est-ce que vous avez dès le début prévu de faire appel à du crédit vendeur, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui, vous souhaitez absolument que le vendeur vous fasse un crédit de paiement sur plusieurs mois ou plusieurs années? En fonction de ça, ça peut venir aussi impacter votre budget total. Parce que si vous avez par exemple 50 000 euros et que vous savez que vous pouvez faire appel à du crédit, vous allez pouvoir recalculer votre disponibilité financière, mais elle sera applicable uniquement sur certaines typologies de business. Donc, je vais conclure avec ça. Il y a plusieurs opérations qui peuvent être réalisées. On peut racheter un actif seul, on peut racheter un fonds de commerce ou on peut racheter une société. La grosse différence, ça va être au-delà des aspects comptables et fiscaux sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas notre compétence, mais aujourd'hui, en France, notamment si c'est un premier investissement, c'est quasiment impossible d'obtenir du crédit bancaire sur un rachat d'actifs seul. Par contre, si vous faites appel à du crédit bancaire pour un rachat de fonds de commerce ou de société, vous avez déjà un petit peu plus de chances d'obtenir cela de la banque parce que vous allez être en mesure de présenter les documents comptables, bilan comptable, grand livre, etc., qui n'existent pas sur un actif seul, puisque pour rappel, un actif seul peut faire partie de plusieurs actifs au sein d'une société.
Et donc, il ne va pas y avoir de ventilation comptable de chacun de ces actifs dans les bilans comptables de la société. Donc, en général, quand on rachète un actif seul, c'est qu'on a le capital à disposition pour agir, ou alors du crédit vendeur, tandis que si on rachète un fonds de commerce ou une société, on peut plus facilement faire appel à une banque. Une fois qu'on a calculé la partie finance, donc on s'est dit très bien, moi j'ai un budget qui est à peu près tant et j'ai bien compris que sur mon budget à disposition, il faut que je prévoie l'acquisition et la croissance. On va pouvoir s'intéresser à quelle est notre cible. Alors dans la cible, on va mettre tout ce qui touche à la façon dont fonctionne le business. Et pourquoi c'est hyper important? Parce qu'en fait, dans la façon dont fonctionne le business, il va y avoir des éléments qui sont liés à notre capacité plus personnelle de gérer ce business. D'accord? Donc, on va reprendre les questions une à une. Vous allez voir, elles sont assez directes, assez basiques, mais on va s'intéresser, par exemple, à quelles sont les thématiques qui peuvent vous intéresser. Et si vous n'avez pas forcément une thématique qui vous vienne en tête, peut-être les thématiques à éviter. Par exemple, très souvent, quand je fais un appel test d'investissement avec un client, je vais lui demander, il y a des thématiques qui vous intéressent particulièrement, il y en a dans lesquelles vous avez peut-être de l'expérience, de l'expertise, vous avez une passion, et je vais avoir comme réponse, non, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la rentabilité, quelle que soit la thématique. D'accord? OK, quelle que soit la thématique. Donc, si je vous propose un site dans la thématique armes à feu, casino, CBD ou adulte, est-ce que ça vous intéresse? Pas forcément. Donc, c'est quand même important, si on n'est pas sûr exactement de la thématique qui nous intéresse, d'être capable d'éliminer celle qui ne nous intéresse pas pour des raisons légales, pour des raisons éthiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons, peu importe. Toutes les raisons sont bonnes à partir du moment où ce sont vos raisons. La deuxième question à se poser, c'est quel type de site me conviendrait? Alors, quel type de site? Il y a trois grandes catégories. Il y a les sites de contenu, il y a les sites de vente de produits physiques. Là-dedans, on met dropshipping et e-commerce. C'est simplement une question logistique, mais ça vaut le coup de se poser la question. Est-ce que vous voulez devoir gérer des stocks et les envois ou pas? Ou est-ce que vous cherchez un SaaS? Et après, on a des types de business, les newsletters, les podcasts, les applications mobiles, etc., qui peuvent venir en complément. Mais globalement, vous devez arriver à vous dire un petit peu qu'est-ce que vous voyez gérer. Est-ce que vous êtes plutôt du type à aimer créer du contenu, site de contenu? Est-ce que vous préférez avoir un lien avec le produit, pouvoir le toucher, e-commerce? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le e-commerce, mais en fait, vous ne voulez pas gérer la logistique? OK, dans ce cas-là, dropshipping et ainsi de suite. Et pour aller un petit peu plus loin, parce que l'enjeu de cette thèse, c'est d'être le plus précis possible, on peut se poser la question du modèle économique qui vous conviendrait. Donc, par exemple, si vous prenez un site de contenu, c'est bien, mais un site de contenu, ça peut être monétisé de plein de façons différentes. De l'affiliation, de la vente de liens, de la génération de leads, de la vente de produits numériques, de la publicité. Plus vous êtes informé sur les modèles économiques qui existent, plus vous serez à même de faire un choix. OK, très bien. Ça m'intéresserait un site de contenu dans l'univers du jardinage, mais par contre, moi, j'ai pas envie de vendre un produit numérique pour apprendre à faire pousser ses tomates. On en a vraiment eu un de site qui vendait ça. Voilà, mais c'est un choix. Si vous préférez faire de l'affiliation ou à l'inverse, si ça vous intéresse vraiment de pouvoir créer des guides numériques, ça fait partie des éléments que vous pouvez mettre dans la thèse d'investissement. Évidemment, à ce stade, c'est quand même important de le préciser, vous pouvez avoir plusieurs modèles économiques qui vous intéressent. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'affiliation en particulier qui vous intéresse que vous devez forcément prendre que les sites d'affil ou à l'inverse, ne pas du tout prendre tous les autres. L'enjeu en général d'ailleurs sur un bon site, c'est d'arriver à connecter plusieurs modèles économiques. Les canaux d'acquisition. Alors, j'aurais presque pu le mettre dans les compétences, mais ça va aller ensemble. C'est quels sont les canaux d'acquisition que vous recherchez sur un site internet. Donc, les canaux d'acquisition, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui fait venir des visiteurs et donc des clients sur votre site internet. Est-ce que c'est le SEO, donc le référencement via les moteurs de recherche? Est-ce que c'est le SIA, donc la publicité? Est-ce que ce sont des campagnes d'influence? Est-ce que c'est du social media? Est-ce que c'est de l'emailing, etc. C'est important de vous poser la question parce que ça doit vous faire éliminer potentiellement certains canaux d'acquisition que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, je ne maîtrise pas très bien les canaux d'acquisition publicitaires. Donc, parce que ma compétence clé, c'est le référencement, je vais de base
aller m'intéresser à des sites qui reposent majoritairement sur un canal d'acquisition que je maîtrise parfaitement et donc sur lequel je vais pouvoir, et c'est la dernière question, quelle optimisation visible, quel potentiel de développement, parce que j'ai ces compétences, je vais pouvoir identifier des optimisations et du potentiel de développement beaucoup plus simple. Tandis que si je ne maîtrise absolument pas le SIA, c'est assez risqué pour moi de me lancer sur un site où on va demander des compétences sur un canal d'acquisition que je ne maîtrise pas. Ensuite, on peut se poser des questions sur la tendance et l'ancienneté. Vous verrez, c'est important parce que certaines personnes vont avoir des choix d'investissement très extrêmes, tandis que d'autres vont privilégier la sécurité. Si c'est votre premier investissement, évidemment, je vous invite à privilégier la sécurité, c'est-à-dire un business qui a plus de 3 ans et qui est à minima stable, niveau trafic et revenus, voire si possible en hausse. Et on va éviter de se positionner sur des business trop récents ou en baisse ou en liquidation. Ça aussi, c'est une stratégie d'investissement extrêmement particulière. Si on débute, en général, on évite de s'intéresser à ça. Autre élément important, pareil, qui est un peu lié aux compétences, quelle technologie ou CMS souhaitez-vous avoir à utiliser au quotidien? Si vous êtes très à l'aise avec WordPress, ne vous lancez pas dans un site qui a été codé maison. Vous allez perdre du temps et il y a largement assez de sites WordPress pour guider votre investissement. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas du tout étudier les autres, mais vous l'aurez compris, l'enjeu d'une thèse d'investissement, c'est d'éliminer en fait toutes les opportunités qui pourraient représenter un risque supérieur à ce que vous maîtrisez parfaitement. Donc ça peut paraître anodin, mais si un site correspond à tous vos critères, sauf qu'il n'est pas sur WordPress, et que vous vous dites, bon, c'est pas grave, mais qu'en fait, vous réalisez, une fois que vous l'avez acheté, que vous êtes absolument incapable de faire quoi que ce soit pour optimiser ce site d'un point de vue technique, d'un point de vue création de contenu ou quoi que ce soit, c'est une gigantesque erreur. Et ça peut paraître anodin au début, mais en fait, vous venez potentiellement de flinguer votre investissement. Et je vais revenir sur la partie optimisation visible et potentiel de développement. Alors, j'entends que quand c'est un premier investissement, c'est des parties qui peuvent être un petit peu plus compliquées à identifier. C'est pour ça que je les ai mises à la fin. Mais vous verrez qu'au fil du temps, on apprend aussi à voir qu'est-ce qui peut être fait sur un business. Et plus on a d'expérience et d'expertise, plus on est capable d'identifier des choses qui nous intéressent très particulièrement sur un site. Je vais vous donner un exemple d'un site qu'on a racheté il n'y a pas très longtemps, un site où il n'y avait pas de panier abandonné et pas de relance panier abandonné et pas d'upsell sur le site e-commerce. Ça, ce sont des optimisations visibles avec un impact commercial facile à identifier qu'on va pouvoir rechercher dans une thèse d'investissement e-commerce extrêmement précise. D'accord? Donc, vous voyez qu'on peut aller très loin et l'enjeu, c'est pas vous couvrir d'informations trop spécifiques, mais c'est important de garder en tête que tout ce que vous pouvez arriver à mettre à plat doit vous aider à sélectionner un business un petit peu plus précis et un petit peu plus adapté à votre projet. Et on va conclure du coup avec la partie personnelle. C'est souvent ici qu'on a un peu du mal à répondre honnêtement aux questions. C'est quelles sont mes compétences actuelles? Et quand je dis compétences actuelles, c'est les vraies compétences, celles que vous maîtrisez parfaitement. C'est-à-dire que si vous avez déjà entendu parler du référencement organique, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a des compétences en référencement organique. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ça s'apprend. Simplement, il faut savoir dire, je n'ai pas aujourd'hui les compétences, je vais donc devoir les apprendre pour identifier soit un business sur lequel vous allez pouvoir les apprendre tranquillement, sans stress, soit un business sur lequel vous allez devoir les apprendre en amont et dans ce cas-là, peut-être décaler votre investissement, mais le faire avec des chances de réussite un petit peu plus poussées. La deuxième façon de se poser la question, c'est quelles sont les compétences que j'ai envie d'acquérir? Encore une fois, c'est pas grave de ne pas les avoir, mais quelles sont celles que vous avez envie d'acquérir, le temps d'acquérir et les moyens d'acquérir? Il faut parler de temps parce que on ne devient pas du jour au lendemain expert ou experte en digital et on n'a pas forcément toutes et tous les moyens, que ce soit financier ou énergie, de se former pour acquérir ces compétences. Donc, posez-vous vraiment ces questions. Si vous rachetez un site de contenu
que vous démarrez sur le secteur, il existe plein de formations qui existent pour monter en compétence sur l'édition d'un site de contenu. Mais ce n'est pas parce qu'elles existent que vous avez de l'argent pour vous le payer en plus ou le temps de suivre la formation. Et justement, ce temps, pour moi, c'est le piège numéro un. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai très souvent ces dernières années racheté des sites en me disant j'ai toutes les compétences et je vais trouver le temps. Et je ne l'ai pas forcément trouvé. Et j'ai quelques sites qui traînent comme ça sur mes hébergements où je me dis, bah voilà, ceux-là, clairement, c'est des erreurs parce que je n'aurais pas dû me lancer dessus étant donné que je n'avais pas réellement le temps de travailler dessus. Donc, la bonne question, c'est pas quel est le temps que je pense avoir, c'est quel est le temps que vous êtes sûr d'avoir. Et tant mieux si vous avez du temps bonus, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du temps bonus que de vous dire je peux bloquer 10 heures par semaine, il n'y a pas de problème. Donc, je prends un business qui requiert 10 heures de temps par semaine et réaliser qu'en fait, vous en avez 3 et que vous n'arrivez pas du tout à gérer ce qu'il y a à faire tous les jours. Donc, hyper important la notion du temps. Dernière question, si vous avez déjà fait un plan d'organisation de vos finances avec un conseiller patrimonial, en général, il va vous demander c'est quoi votre rapport au risque. C'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et plus vous montez dans les échelles, et plus ça veut dire que vous êtes prêt à mettre de l'argent avec un fort rendement, mais un risque de perte qui est évidemment plus élevé. C'est important aussi de vous poser la question quand vous rachetez un business digital parce que si votre rapport au risque il est très faible, ça doit guider aussi les critères de choix de votre business. Si vous êtes un petit peu tête brûlée et que c'est de l'investissement plaisir pour apprendre, etc., peut-être que vous allez faire des choix beaucoup plus risqués que quelqu'un qui a vraiment besoin que son projet réussisse. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. On a tous un rapport au risque qui est assez différent, mais il faut le prendre en compte. Et ce que ça nous amène à être capable de rédiger, de répondre à toutes ces questions, c'est par exemple celle-ci. Alors ça, c'est ma thèse d'investissement qui a un petit peu évolué, mais j'aime bien l'utiliser parce qu'elle reprend quand même assez clairement pas mal de critères et je vais vous la lire à voix haute. Aujourd'hui, moi, si je réponds à toutes les questions que je vous ai soumises avant, eh ben, je cherche à acheter des sites de contenu uniquement au format actif seul, c'est-à-dire que je ne veux pas de fonds de commerce ou de société, édité sur WordPress uniquement, parce que je ne maîtrise pas les autres CMS, monétisé par publicité, affiliation, produits numériques, ça m'intéresse, au moins 3 ans d'ancienneté, une courbe de trafic stable ou ascendante, j'ai pas de temps à passer sur un site que je dois relancer, et exclusivement dans la thématique, alors j'ai mis X, Y, Z, mais bon, c'est la thématique du moment qui m'intéresse. J'ai longtemps bossé dans l'univers canin, donc je rachetais que dans le canin, etc. 7e critère. Ça doit être compatible avec mes partenariats actuels. Je bosse avec plusieurs plateformes d'affiliation, j'ai pas envie d'en créer une nouvelle. Ça doit provenir de Google niveau trafic ou d'autres moteurs de recherche, parce que c'est ça que je maîtrise. Il doit absolument y avoir des pistes d'optimisation évidentes vis-à-vis de mes connaissances du secteur et de mes compétences. Donc, on est à 11. Mes compétences, c'est contenu, optimisation, monétisation, optimisation de la conversion. Donc, je veux rester dans ce cadre de compétences. Peu importe son chiffre d'affaires mensuel, il peut être monétisé ou pas. Donc ça, c'est un critère d'ailleurs qu'on n'a pas vu. Est-ce que vous cherchez un site qui est monétisé, quoique ça vient dans le rendement ou pas? Donc 12. Il doit me coûter moins de 24 fois son profit mensuel. Donc ça, c'est une règle que je me suis fixée. Ça fait 13. Et mon budget, 70 000 euros maximum d'investissement pour le moment. Il y a 14 critères ici. Et vous voyez, ça ne prend pas très long. Mais en fait, pour remplir chaque case, ça me demande de vraiment me poser la question de, OK, quel CMS m'intéresse, quels critères je veux avoir, combien je suis prêt à dépenser, et ainsi de suite. Et là-dedans, j'aurais pu rajouter, et ça doit me prendre moins de 5 heures par semaine. Je dois pouvoir le sous-traiter à telle personne que j'ai en tête. Voilà, on peut aller très très loin, mais bon, je pense que ça vous donne une vision globale de ce à quoi on espère arriver. Et ce que je vous propose maintenant, c'est du coup de répondre à vos questions sur le sujet. Et s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui veut participer et faire cet exercice en direct avec nous, profitons-en, puisque l'enjeu, c'est que en partant de ce webinaire, vous ayez évidemment ces questions à vous poser et de rédiger votre propre thèse d'investissement.